Être parmi les premiers à entendre parler d'un projet pépite et investir dessus avant tout le monde, c'est ce qui permet de faire les plus gros multiples en crypto. Et ça tombe bien, car dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 projets hyper prometteurs, encore complètement sous les radars, qui n'ont pas encore sorti de token et qui vont pour certains très bientôt le faire. Je passe une bonne partie de mon temps libre à m'intéresser aux futurs gros narratifs crypto, à explorer différents projets, à lire des white papers, à explorer des sites web. Et c'est comme ça que j'arrive à trouver des projets dont vous avez certainement jamais entendu parler, ou extrêmement peu tout au plus. Ce sont des projets dont absolument personne ne parle sur YouTube, et tout ce qu'on peut trouver de ces projets, c'est quelques interviews des fondateurs ou des replays de conférences à base de présentations PowerPoint. Et selon moi, il y a de fortes chances que certains de ces projets fassent énormément parler d'eux dans un futur plus ou moins proche. Donc c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser pour être prêt à potentiellement se positionner dessus avant la masse. Faut pas attendre qu'un narratif ou un projet soit à la mode pour s'y intéresser, faut faire ses recherches pour réussir à anticiper tout ça. Et donc c'est peut-être dans cette vidéo que vous entendrez parler pour la première fois d'un projet qui aura une ampleur colossale dans le futur. Donc si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à me le signaler en likant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne, ça pourrait me donner envie de faire d'autres vidéos de ce type. Et restez bien jusqu'à la fin, car c'est le 3e projet qui a selon moi le plus de chances de voir son token sortir dans les prochaines semaines, voire même dans les prochains jours. Alors le premier projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un projet positionné sur le puissant narratif de l'interopérabilité qui a à peine 12 000 followers sur Twitter. Ce projet, c'est Hyperlane. C'est un protocole qui vise à connecter toutes les blockchains entre elles. Ils sont clairement pas les seuls à vouloir faire ça. Par contre, ils sont les seuls à le faire avec une approche aussi décentralisée, modulaire et ouverte à tous. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. En fait, Hyperlane se définit comme un layer permissionless pour l'interopérabilité. Permissionless, ça veut dire que tout le monde peut utiliser Hyperlane. En gros, n'importe qui, n'importe quelle équipe, n'importe quel projet peut aller consulter la documentation d'Hyperlane, utiliser un script et un peu d'infrastructure pour intégrer Hyperlane à leur blockchain, et une fois que c'est fait, leur blockchain sera interopérable avec toutes les autres blockchains qui intègrent Hyperlane, et tout ça sans avoir eu besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Et donc c'est un énorme avantage par rapport à toutes les solutions d'interopérabilité actuelles. Car aujourd'hui, si on veut bénéficier du réseau d'interopérabilité de protocoles comme Axelar, on doit faire une demande à la team du projet en question et payer un gros billet. Alors qu'avec Hyperlane, t'as rien à demander à personne. Tu peux faire ça rapidement, tout seul, sans rien payer, et déployer Hyperlane sur n'importe quelle blockchain. Un autre avantage d'Hyperlane, c'est que c'est une architecture modulaire qui laisse notamment le choix de modifier ou ajouter certains paramètres de sécurité. C'est ce qu'on appelle la sécurité modulaire. Pour mieux comprendre tout ça, je vais vous montrer simplement comment fonctionne Hyperlane. En gros, on peut faire l'analogie que pour passer un message d'une blockchain A à une blockchain B, c'est comme envoyer une lettre d'une boîte aux lettres A à une boîte aux lettres B. Donc tu as le sending contract, qui est le message, la lettre que la blockchain A veut envoyer, qui va être placée dans la mailbox, donc la boîte aux lettres. C'est cette boîte aux lettres qui doit être utilisée sur toutes les blockchains qui utilisent Hyperlane, donc avec lesquelles on veut communiquer, qui vont donc servir à envoyer ou recevoir des messages entre ces blockchains. Et c'est à ce moment que la sécurité modulaire intervient. Car pour sécuriser la boîte aux lettres qui envoie les messages, on est obligé avec Hyperlane de choisir au moins un mécanisme de sécurité, ce qui peut être un set de validateurs, une watchtower ou un autre module de sécurité X ou Y. Et donc on doit minimum avoir un mécanisme de sécurité, mais on peut en ajouter autant qu'on veut pour avoir le niveau de sécurité qu'on souhaite. Et pour finir, on va voir le relayeur. C'est comme une sorte de bot en dehors de la blockchain qui va être chargé de vérifier qu'il y a une bonne sécurité au niveau de la boîte aux lettres de chaque blockchain pour ensuite pouvoir faire passer le message entre la blockchain A et la blockchain B. Et ce message, ça peut être n'importe quoi, car Hyperlane permet de faire transiter n'importe quel type d'actifs, donc que ce soit des cryptos, des NFT, etc. Hyperlane est déjà un protocole très bien implanté dans l'écosystème, car sa technologie est intégrée dans de nombreuses blockchains. La team d'Hyperlane a aidé le déploiement sur des blockchains EVM majeures comme Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, BNB, etc. Ils sont aussi sur Solana via Eclipse, ils sont sur Celestia, Eigenlayer, Massa, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Hyperlane a été développé en Solidity. C'est pour ça que c'était possible de le déployer dès le début sur des chaînes EVM, mais pour déployer Hyperlane sur d'autres blockchains, qui utilisent Rust comme Solana par exemple, il a fallu réécrire Hyperlane dans ce langage. Donc ce qui est très fort, et qui montre à quel point la technologie d'Hyperlane est prometteuse, c'est qu'on a actuellement des équipes de développeurs à travers le monde qui sont en train de construire ces instances d'Hyperlane dans différents langages. Il y a par exemple la team de Movement Labs qui est en train de réécrire Hyperlane en Move, ce qui permettra d'intégrer Sui et Aptos. Il y a aussi une team qui est en train de créer la version Cosmosm d'Hyperlane, ce qui permettra à Hyperlane d'être sur Osmosis. Il y a aussi une team qui travaille sur la version pour Cardano, et c'est vraiment une liste non exhaustive. Sachant qu'en plus, Hyperlane est un projet récent qui a tout juste 2 ans d'ancienneté. C'est un projet qui a été cofondé par des anciens de chez Google, Celo Blockchain et Galaxy Digital, et pour accélérer la croissance de l'entreprise, le développement de leurs produits et investir dans la sécurité, ils ont levé 18,5 millions de dollars en 2022. Niveau token, il n'y a encore jamais eu de validation à 100% qu'il y en aurait un, mais la team laisse clairement sous-entendre que ça sera le cas, et ils ont une roadmap de décentralisation de leur protocole, donc un token sera nécessaire pour
pour ça, ce qui ferait une sortie du token courant 2024. Je pense qu'Hyperlane peut vraiment avoir un impact énorme, car dans un monde où il y a de plus en plus de layer 1, de roll-up, d'appchain, de blockchain en tout genre, ça devient une nécessité absolue d'avoir une technologie qui permet à toutes ces blockchains de se connecter, et Hyperlane est déjà bien positionné pour faire partie de cette solution. Après, à voir si ce seront eux, ou la grosse concurrence qui arrive fort comme Layer 0 ou le CCIP de Chainlink, qui arriveront à terme à se connecter au plus grand nombre de blockchains. Et puis il faut prendre en compte que sur ce genre de protocole, il y a toujours des risques importants en termes de sécurité, même si Hyperlane investit beaucoup dessus. Le deuxième projet dont je vais parler, il est assez technique, il fait pas trop dans le marketing, mais c'est aussi pour ça qu'il est autant sous-coté et autant sous les radars. Et de toute façon, je vais vous synthétiser simplement tous les points clés à retenir du projet. Ce projet, c'est Risque Zero. C'est un projet qui développe une infrastructure et des outils autour des Zero Knowledge Proof, des preuves à divulgation nulle de connaissances. Si vous savez pas ce que c'est les Zero Knowledge Proof, je vous invite à regarder ma vidéo sur Starknet, mais en gros, c'est une technologie hyper avancée qui utilise des mathématiques et de la cryptographie pour prouver et vérifier des calculs très efficacement, ce qui permet de rendre les applications décentralisées beaucoup plus scalables, tout en leur permettant d'ajouter une couche de confidentialité. Donc Risque Zero se situe clairement sur le narratif des ZK Rollup, qui fait un peu moins de bruit en ce moment, mais qui a toutes ses chances selon moi de revenir sur le devant de la scène. L'objectif de Risque Zero, c'est de démocratiser la technologie Zero Knowledge, de la rendre open source et accessible à tout le monde. Risque Zero veut permettre aux développeurs de créer des applications scalables et prouvables avec des Zero Knowledge Proof, peu importe le langage de programmation utilisé. On dirait peut-être pas comme ça, mais c'est un challenge de taille. Risque Zero a été créé en 2021 par 3 amis qui se connaissent depuis plus de 20 ans, mais qui forment surtout avec le reste de l'équipe un groupe d'ingénieurs, de développeurs, de hackers, qui ont tous énormément d'expérience et dans des domaines hyper bénéfiques à Risque Zero, et qui ont par exemple travaillé pour des boîtes comme Intel ou Google. C'est des mecs hyper solides niveau technique, et ça tombe bien, car il faut bien ça pour mener à bien la mission très ambitieuse du projet, mais vous allez voir qu'ils sont déjà bien partis pour. Alors le premier produit qu'a développé Risque Zero, c'est la Risque Zero ZKVM, ZKVM pour Zero Knowledge Virtual Machine. Cette machine virtuelle permet d'exécuter des smart contracts écrits dans des langages communs comme le Rust et le C++, en utilisant les preuves Zero Knowledge. Les développeurs de smart contracts peuvent donc s'en servir d'infrastructure pour construire des applications décentralisées, scalables et vérifiables. Ensuite, pour compléter ça, Risque Zero a développé son deuxième produit phare appelé Bonsai, qui utilise lui-même la ZKVM de Risque Zero. Bonsai, c'est à la fois un coprocesseur qui va servir à faire tourner des applications en exécutant leur code en dehors de la blockchain hyper rapidement, et à la fois un prover qui va servir à prouver, à vérifier l'exécution des programmes, cette fois-ci sur la blockchain. Et ce qui est très fort avec Bonsai, c'est d'ailleurs en partie là que réside la grosse force de Risque Zero, c'est que Bonsai va pouvoir à terme prouver l'exécution grâce aux Zero Knowledge Proof de n'importe quel type de langage, donc sur n'importe quelle blockchain. Ça veut dire que les développeurs auront même plus besoin d'apprendre de nouveaux langages complexes, ils auront juste à brancher leur programme à Bonsai pour bénéficier de la sécurité et de la puissance de calcul colossale de Bonsai. D'ailleurs, Risque Zero a récemment fait une levée de fonds importante de 40 millions de dollars pour justement accélérer le développement de Bonsai et rendre cette solution accessible pour tous le plus vite possible. En plus de tout ce dont je viens de parler, une partie de l'équipe de Risque Zero a aussi sorti Z, qui est un prouveur de blocs pour Ethereum construit avec la ZKVM de Risque Zero. Il va donc permettre de prouver la validité d'un bloc Ethereum en reconstruisant le bloc au sein de la ZKVM sans avoir besoin de validateur. On peut aussi parler du nouveau projet Layer N qui se vante de performances presque irréalistes, qui veut se servir de la technologie open source et permissionless de Risque Zero pour devenir un ZK Rollup. Mais on peut également noter que la fondation derrière l'Optimistic Rollup Optimism a choisi l'équipe de Risque Zero pour amener la technologie Zero Knowledge sur la OP Stack, sachant que la OP Stack, c'est le kit de développement de Layer 2 hyper à la mode que beaucoup de projets utilisent, comme Base, Mantle ou OPBNB. Et donc ça va vraiment asseoir la crédibilité de la technologie de Risque Zero, tout en lui apportant pas mal de visibilité. C'est pour toutes ces raisons que je pense que Risque Zero a vraiment un potentiel de fou. En plus, ils ont quasi pas de concurrence sur les solutions spécifiques qu'ils développent, à part peut-être un peu la Nil Foundation avec son ZK LLVM qui veut permettre de compiler des smart contracts écrits dans différents langages pour les rendre prouvables. Ou plus récemment Multiversix avec la team de Runtime Verification qui développe un réseau qui serait capable de générer des Zero Knowledge Proof pour vérifier l'exécution de n'importe quel langage de programmation. Mais pour vous dire, Risque Zero pourrait même faire un peu d'ombre à Starknet, et pourtant ceux qui me suivent savent à quel point j'aime Starknet, car Starknet a justement créé un nouveau langage spécialement pour qu'il soit prouvable, mais du coup ça crée une énorme barrière à l'entrée pour tous les développeurs qui veulent pas apprendre ce nouveau langage. Donc dans un futur où la plupart des applications décentralisées auront potentiellement besoin de technologies ZK pour fonctionner, une technologie comme celle de Risque Zero, qui permet de prouver n'importe quel type de langage, ça pourrait entraîner une adoption absolument massive de cette technologie, car n'importe quel développeur, sur n'importe quel langage, sur n'importe quelle blockchain pourrait s'en servir. Après, Risque Zero doit encore faire ses preuves, car ça reste un projet assez récent, qui n'a pas vraiment encore été testé à ses limites. Et pour permettre de prouver n'importe quel langage, ils ont sûrement dû faire des compromis en termes de performance qu'on n'aura pas avec des langages plus spécialisés comme celui de Starknet. Et pour finir, par rapport au token, la team de Risque Zero n'a pas encore annoncé s'il y en aurait un, mais bon, étant donné que la plupart des projets de ce type en ont un, on peut surveiller ça de près. Et puis pour les spéculateurs, le troisième projet va peut-être plus vous attirer, car lui en plus de confirmer qu'il y aura un token, tout porte à croire que sa sortie est imminente.
Ce troisième projet, c'est la première instance d'un projet plus large appelé Anoma. Anoma, c'est une genre d'architecture complète et complexe avec une vision multi-chain qui met l'accent sur la composabilité, la modularité et la préservation de la vie privée. Et cette première instance appelée Namada, qui va nous intéresser dans cette partie, se concentre justement sur la préservation de la vie privée. Namada se décrit comme une solution pour la protection de la vie privée multi-chain et asset agnostique. En gros, c'est une blockchain qui a pour but de permettre aux utilisateurs de bénéficier de propriétés de confidentialité, peu importe la blockchain avec laquelle ils interagissent et peu importe la crypto qu'ils utilisent. Namada et Anoma sont des projets qui ont été créés il y a presque 3 ans par l'entreprise de recherche et d'informatique Heliax, qui a été cofondée par 3 anciens de chez Tendermint qui ont travaillé à des postes importants pour le développement du protocole IBC de Cosmos. Et le reste de la team est composé de chercheurs, de mathématiciens, d'ingénieurs, de cryptographes, bref, c'est clairement pas des guignols. La fondation Anoma a d'ailleurs réussi à lever un total de 25 millions de dollars, dont une partie va certainement aller sur le développement de Namada. Namada, concrètement, c'est une blockchain de Layer 1 qui fonctionne avec l'algorithme de consensus Tendermint BFT, ainsi qu'un mécanisme de Proof of Stake appelé Cubic Proof of Stake. Dans cette vidéo, on retiendra juste que ce Cubic Proof of Stake permet une meilleure sécurité et une meilleure décentralisation. L'innovation technologique majeure de Namada, c'est le Multi-Asset Shielded Pool, ou MASP, qu'on peut traduire par ensemble blindé multi-actif. On va pas rentrer dans les détails techniques à dormir debout de comment ça fonctionne, mais en gros, ce MASP, c'est un dérivé de la technologie de Zcash qui fonctionne avec des Zero Knowledge Proof, des ZK-SNARK précisément. Et c'est vraiment ça le cœur de la technologie de Namada, c'est ça qui va permettre des échanges privés d'actifs. C'est aussi ça qui fait l'avantage majeur de Namada sur toutes les autres solutions de privacy, car ce Multi-Asset Shielded Pool prend en charge n'importe quel type d'actif, donc n'importe quelle crypto, mais aussi des NFT, et ce sur n'importe quelle blockchain ou écosystème compatible avec Namada. Car aujourd'hui, on a soit des solutions comme Monero ou Zcash qui permettent de la privacy, mais pour ça faut détenir la crypto de ces projets en particulier et pas une autre, soit on a des solutions de Layer 2 comme Aztec, mais qui dépendent de leur Layer 1, soit on a des solutions de Layer 1 comme Secret Network ou Aleo, mais qui ne seront pas compatibles avec d'autres écosystèmes que le leur. Namada sera dès le jour 1 du mainnet compatible avec tout l'écosystème Cosmos via IBC, et sera aussi compatible avec Ethereum via un bridge natif, sachant qu'il compte s'étendre encore plus à l'avenir pour prendre en charge encore plus de blockchains et d'actifs. Un autre avantage de la technologie de Namada, c'est qu'elle incite les utilisateurs à apporter de la liquidité pour maximiser la sécurité et la confidentialité du multi-asset shielded pool. Car en fait, les utilisateurs qui hold des tokens dans ce shielded set, ils seront rémunérés en tokens natifs de la blockchain Namada, le NAM. Et donc concrètement, ce MASP, il va permettre à ces utilisateurs de réaliser des shielded actions qu'on peut traduire par actions blindées, en gros des actions privées quoi. On va pouvoir interagir avec des applications et les protocoles compatibles avec Namada en restant dans cet ensemble blindé, en gardant nos actifs dans le shielded set, qui est la partie privée du multi-asset shielded pool. On peut donc réaliser des shielded swaps, c'est-à-dire qu'on va pouvoir par exemple échanger des atomes contre des osmos sans sortir nos actifs du shielded set, donc en gardant la couche de confidentialité. En gros, au lieu que ce soit nous qui effectuons le swap sur Osmosis en dehors du shielded set, on va déléguer cette action au set de validateurs de Namada, comme ça, il n'y aura aucun moyen de tracer que cette interaction vient de nous. On pourra également par exemple interagir avec Celestia à travers la shielded DA, la shielded data availability, mais bon c'est peut-être plus un cas d'utilisation pour les développeurs de DApp, mais voilà, ça permettra de poster de la donnée sur Celestia sans révéler aucune information, tout ça grâce au Zero Knowledge Proof. Et donc avant de parler du token, j'aimerais vous donner mon point de vue sur le narratif de la privacy. Aujourd'hui, c'est clairement pas le narratif qui fait le plus parler, car la plupart s'en foutent de la privacy, même moi honnêtement je me sers d'aucune solution de confidentialité, mais ça je pense que c'est uniquement car l'écosystème est encore très peu développé, qu'il y a encore très peu de vraie adoption de la blockchain, et que même la plupart de ceux qui l'utilisent ne savent même pas se servir d'outils comme Etherscan. Mais si un jour on a la majeure partie des gens qui utilisent des applications sur la blockchain pour garder leur argent, pour faire des transferts, et qu'on a des outils qui permettent de retracer facilement des transactions, de les associer à un wallet, à un profil décentralisé, croyez-moi, on n'aura pas envie que tout le monde puisse savoir ce qu'il y a dans son wallet, les shitcoins qu'on a, les interactions qu'on fait, ou les trades de Google qu'on prend. Car oui, la privacy, c'est pas juste pour les gangsters et les terroristes. Sinon, on n'aurait pas besoin de cacher notre bulletin de vote pour une élection quand on le met dans l'urne, on n'aurait pas besoin de mettre les lettres dans des enveloppes, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est en ce sens que la privacy peut trouver de réels cas d'utilisation sur la blockchain selon moi. Après, faut garder en tête qu'on n'y est pas encore, que c'est de la spéculation, et qu'en plus, je suis pas sûr que les régulateurs soient hyper tendres avec ce genre de système. Sinon, pour conclure sur Namada, on peut parler de son token, le NAM. Il n'y a pas encore de date de sortie précise, mais plusieurs facteurs indiquent que la sortie est imminente. Ça fait déjà pas mal de temps qu'ils sont en testnet, et on a déjà pas mal d'infos sur le token, notamment sur son utilité. Le token NAM servira comme récompense de stacking pour les validateurs, pour la gouvernance, pour payer les frais de transaction, et comme récompense pour ceux qui apportent de la liquidité sur le shielded set. En fait, la sortie du token était encore plus imminente que prévu. J'ai dit dans quelques semaines, mais en fait c'est dans quelques jours, car juste après avoir tourné la vidéo, Namada a annoncé un airdrop de 65 millions de tokens NAM, et vous avez jusqu'au 28 décembre pour tester votre éligibilité. Je tiens à dire que les projets que j'ai présentés dans cette vidéo ont certes un potentiel hyper intéressant, mais on connaît pas encore toute leur tokenomics. Donc avant d'investir dans quoi que ce soit, faudra que vous fassiez vos propres recherches sur ces projets, et que vous vous intéressiez à la tokenomics pour voir si elle tient la route. Car si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, et que vous suivez ma chaîne, j'espère que vous accordez un minimum d'importance
importance à l'analyse fondamentale des projets et que vous investissez pas au pif au premier projet à la mode sur Twitter. Je vous invite à me dire en commentaire quel est votre projet préféré de la vidéo, ou même si vous avez d'autres pépites que vous surveillez qui n'ont pas encore sorti de token. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. C'était Victor, à la prochaine.